L'actualité au Burkina Faso, c'est l'ouverture demain 27 février du procès du putsch manqué de 2015. Une audience publique aura pour cadre la salle des banquets de Ouaga 2000. Dans ce journal, le rappel des faits sur cette affaire dans laquelle plusieurs témoins et pas des moindres sont cités. Justement, qui peut être témoin dans un procès, quel rôle joue-t-il et quelles sont ses obligations? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Cette année, il n'y aura pas de parade dans la célébration de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. L'activité principale le 8 mars sera la rencontre entre le président du Faso et les femmes. Ces deux innovations ont été annoncées ce lundi par le ministre Laurence Ilboudo Marchal, pour qui le plus important ce jour est la transmission des préoccupations des femmes burkinabées au chef de l'État. Au Nigeria, l'État fédéral confirme la disparition de 110 jeunes filles à Dapchi, dans le nord-est du pays. Cette confirmation est faite après 6 jours de silence et de confusion suite à l'attaque de l'école de ces jeunes filles par des membres supposés de Boko Haram. Et c'est un enlèvement de masse qui rappelle celui des 276 lycéennes à Chibok en avril 2014. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, c'est demain que s'ouvre le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015. Rappelons que cette affaire qui a failli emporter la transition s'est produite à quelques jours même de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle de 2015. Pendant près de 2 semaines, le Burkina Faso a connu une des pages les plus sombres de son histoire. Retour sur les faits avec Zoubavier David Dabiri. Mercredi 16 septembre 2015, alors que le Burkinabé plongeait dans l'euphorie d'une campagne présidentielle à suspense, une rumeur se répand à Ouagadougou. Au palais de Koussiam, l'heure est grave. Le régiment de sécurité présidentielle s'est encore invité au Conseil des ministres. Le président Michel Kafando, Yacouba Isaac Zida, son premier ministre, et 2 membres du gouvernement sont arrêtés et détenus. C'était mercredi noir pour les Burkinabés. S'agit-il d'un putsch ou d'une énième manifestation du RSP? Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Quatrièmement, une large concertation est engagée pour former un gouvernement. Ce que tout le monde redoutait vient ainsi de se confirmer. Le Conseil national pour la démocratie s'arroge le pouvoir sous la direction du général Gilbert Djendjeri. Passés les moments de stupeur et de consternation, les citoyens prennent la rue. Des mouvements de résistance contre le coup d'arrêt donné à la transition s'organisent ça et là. Courses-poursuites, bastonnades, tirs à balles réelles, destruction de biens publics et privés, le Burkina Faso est au bord du chaos. Pour trouver une issue à ce triste épisode, la communauté internationale se mobilise au-delà des condamnations verbales. La CEDEAO dépêche les présidents Macky Sall et Yahi Boni à Ouagadougou. Le dialogue est établi. Nous sommes le vendredi 18 septembre. Les émissaires de la CEDEAO entament tout de suite les négociations à huis clos. Ils rencontrent Michel Kafando, libéré le jeudi soir déjà, puis le général Gilbert Djendjeri, les acteurs politiques, le RSP et les OSCE. Le samedi 19 septembre, le président Yahi Boni rassure les Burkinabés de ce qu'une solution de sortie de crise est en vue. Mais pour de nombreux Burkinabés, c'est un jeu de dupes qui se profile à l'horizon. La colère de la rue s'intensifie alors, la lutte se durcit, une grève générale et illimitée est même décrétée par la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Le 21 septembre, la majorité des unités militaires de l'intérieur du pays convergent des régions vers la capitale. Le scénario tant redouté par les négociateurs commence à prendre forme. L'affrontement entre l'armée régulière et le régiment de sécurité présidentielle devient inéluctable. Le Moro Naba reçoit les représentants de l'armée régulière et les putschistes. Un modus vivendi est trouvé. Mais face à l'intransigeance de certains irréductibles du RSP, le cas Nabakoum II est pilonné. Le plus gros tort a été d'abord de faire ce putsch, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de démocratie, on ne peut pas se permettre encore de faire des actions de ce genre. Mais enfin, cela s'est passé, c'est du temps perdu, je le reconnais, c'est des moyens perdus, je le reconnais, c'est des vies humaines perdues, je le reconnais. La transition est remise en selle
et une commission d'enquête est mise en place. Bilan de ce douloureux épisode, 14 morts, des dizaines de blessés, des destructions de biens publics et privés. Le procès qui débute demain intervient plus de 2 années après les faits. 2 ans, c'est le temps mis par le tribunal militaire pour mener ses enquêtes, identifier les présumés coupables et instruire le dossier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'instruction s'est révélée un exercice fastidieux pour le tribunal militaire qui a pris le temps nécessaire pour créer les conditions d'un procès juste et équitable. Zoubavier David Dabiri. 2 ans d'instruction sur le dossier du putsch manqué de 2015 à l'arrivée, 84 personnes formellement inculpées par le parquet militaire et appelées à s'expliquer sur l'affaire dite Général Gilbert Diendéré et compagnie. Ces accusés sont issus de toutes les couches socio-professionnelles du Burkina Faso. Si les militaires sont les plus nombreux, plusieurs autres personnes sont issues du monde politique, de la presse, du secteur privé et du monde universitaire. Ils devront répondre d'une douzaine de chefs d'accusation au nombre desquels l'atteinte à la sûreté de l'État, l'incitation à la commission d'infraction, le meurtre, le crime contre l'humanité, les faits de coups et blessures volontaires, la trahison, le recel, la destruction des biens et autres griefs. Des griefs signifiés aux présumés coupables lors des audiences de confirmation des charges tenues entre octobre et novembre 2017 sur fond de guéguerre juridique et judiciaire. Pour certaines de ces infractions, des accusés risquent la perpétuité ou encore des peines d'amende s'ils sont reconnus coupables. Le procès s'ouvre ce mardi 27 février 2018 dans la salle des banquets de Ouaga 2000 et constitue un test grandeur nature pour l'institution judiciaire burkinabé en ce qu'il connaîtra la participation d'éminentes personnalités aussi bien en qualité d'accusés que de témoins. Et sur ce point, les listes proposées par le parquet militaire et les accusés en disent long sur l'ampleur de cette tentative manquée de prise du pouvoir. Le président du Faso, le Mogo Naba Bango, l'ambassadeur américain au Burkina Faso au moment des fêtes, Toulinabo Mouchengi, et bien d'autres figures diplomatiques et religieuses seront ainsi sollicités pour aider le juge Seydou Ouedraogo à faire la lumière sur ce que certains qualifient de procès du siècle. Un procès qui connaîtra la participation d'une centaine d'avocats issus des grands barreaux d'Afrique et d'Europe. Le caractère public du procès donne la possibilité à tout Burkinabé d'y assister. Comme vous l'avez entendu, des personnalités et pas des moindres sont citées en qualité de témoins dans ce procès qui s'ouvre donc dans quelques heures. Les Burkinabés sont curieux de voir si tous les témoins seront effectivement à la barre pour répondre aux questions du tribunal. Et justement, pour vous permettre de mieux cerner le concept de témoin et ses implications dans un procès, nous avons rencontré un spécialiste du droit pénal. Les explications avec Zoubavier David Dabiri. La manifestation de la vérité dans une affaire judiciaire dépend des parties prenantes, en l'occurrence l'accusation, la partie civile, la défense et surtout le témoin des faits. Dans l'arsenal juridique burkinabé, il représente un personnage clé dont l'apport peut avoir un impact sur le cours du procès. Les témoins, c'est comme vous et moi, c'est un particulier qui est cité, qui est convoqué dans le cadre d'une procédure judiciaire pour dire ce qu'il a personnellement vu, ce qu'il a personnellement entendu, en lien bien entendu avec les infractions qui sont reprochées aux accusés. Son rôle, c'est juste d'éclairer la religion du juge qui est chargé d'apprécier la culpabilité ou non des accusés qui sont renvoyés devant lui. Donc en réalité, le témoin, c'est un moyen de preuve, voilà, à décharge comme à charge. La participation du témoin à un procès consiste donc à éclairer le juge. Et la loi dispose qu'il comparaît physiquement, sauf cas de force majeure. Cela permet, selon les spécialistes, la confrontation en vue de la manifestation de la vérité. Le refus de comparaître et le refus de témoigner sont punis par la loi. Ils sont punis d'une peine d'amende qui varie suivant le code de procédure pénale qui va de 1 000 francs à 25 000 francs. Le code de justice militaire parle d'une amende de 20 000 francs. Et le code de procédure pénale, à son article 108, précise que le fait de refuser de témoigner peut aller jusqu'à une peine d'emprisonnement qui
qui peut atteindre 1 an d'emprisonnement et une amende en Suisse. En principe, le témoin doit comparaître. S'il est cité, il doit comparaître pour déposer devant le tribunal, parce que le tribunal peut lui poser des questions d'éclaircissement. Les parties, aussi bien la partie civile que les accusés, peuvent lui poser des questions d'éclaircissement. Donc, dans le principe, normalement, tout témoin cité doit comparaître. Mais s'il arrive des circonstances particulières que le témoin n'est pas en mesure de comparaître, le président peut accepter qu'il puisse déposer par écrit ou à défaut se déplacer pour l'entendre. Si en règle générale le témoin non assermenté ne risque rien en comparaissant devant un tribunal, le témoin assermenté, lui, risque des sanctions si ses propos manquent de sincérité. La qualité du témoin a des conséquences juridiques qui peuvent vous faire changer de situation juridique dans le procès. Vous n'encourez pas en principe de condamnation, mais comme je le dis, sous réserve, si par exemple un témoin comparaît devant le tribunal et qui refuse de témoigner, ça vous encourez une condamnation. Comme je le dis, il y a une amende, il y a une peine d'emprisonnement prévue par le Code de procédure pénale. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, si vous êtes cité comme témoin en cette qualité et vous refusez de comparaître, le tribunal peut décider soit de vous appliquer l'amende, soit d'ordonner que vous puissiez comparaître par la force publique, par contrainte. Donc on peut vous contraindre. Vous savez qu'en ces moments, ce n'est plus facile. Vous perdez presque votre qualité de témoin. Ensuite, le plus grave, c'est que devant une juridiction, devant le tribunal, si vous êtes auteur de faux témoignages, vous pouvez encourir une peine jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Le témoin est donc obligé, selon la loi, de s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits selon les spécialistes. Et selon Maître Rodrigue Bayala, dans un procès pénal avec des risques de perpétuité pour les accusés, un faux témoignage peut conduire un témoin en prison. Et pendant ce temps, les réactions continuent autour du procès du putsch manqué. Le Rassemblement patriotique estime que c'est un procès qui va prendre assez de temps. Cette organisation de la société civile dit se baser sur l'expérience d'autres pays qui ont connu des situations similaires. Le Rassemblement patriotique appelle donc les Burkinabés à s'armer de patience avant de voir le dénouement de ce procès. Le point de la conférence de presse avec Issa Kafando et Tanga Kafando. À 24 heures de l'ouverture du procès du putsch manqué du 16 septembre 2015, le Rassemblement patriotique donne de la voix. Pour les porte-paroles Dick Marcus et Océan, il faut aussi préparer les esprits à un procès marathon. Des expériences de par le monde nous enseignent que des procès de ce type sont longs dans leur déroulement souvent. Alors, le Rassemblement patriotique appelle notre peuple à s'armer de patience et de vigilance pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation et de la lassitude afin que le procès contribue à la cohésion sociale et la paix. Le Rassemblement patriotique dénonce les velléités de pression sur la justice et trouve que ce procès est un rendez-vous entre la justice burkinabé et l'histoire, un rendez-vous à ne pas manquer pour la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Autre chose à présent, et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour évoquer ce drame. 2 gardiens ont été tués et un autre grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi. Le drame s'est produit au secteur numéro 11 de la ville de Sia et pour l'instant, les causes ne sont pas connues. Les populations ont le regard tourné vers la police qui a ouvert une enquête. Karim Ilboudo et Moussa Sano. Les populations du secteur 11 de Bobo Dioulasso escartent Coleman sous le choc. Elle pleure les assassinats de 2 gardiens, Abdoulaye Ouedraogo qui travaille dans cette station d'essence et Robert Toué, employé dans cette école primaire privée appartenant à l'église de l'Alliance chrétienne. C'est ce matin que j'ai été informé pour la simple raison du fait que mon gardien, avec le défunt, chaque nuit, ils se retrouvent ici pour manger ensemble. Voilà, les plats restent ici. Et le matin, quand mon gardien, après avoir fini de manger, chacun va à son poste, bien sûr. Et donc, le matin, en venant chercher ses assiettes pour aller à la maison, il a trouvé donc son co-gardien de la sorte. Outre Robert Toué et Abdoulaye Ouedraogo assassinés, un autre gardien a été grièvement blessé par un inconnu là dans cette école. Nous sommes tous découragés
quand on voit de tels actes dans notre arrondissement. Des morts qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi le conseil municipal est en train de lutter pour la création des centres de sécurité dans notre arrondissement. C'est un vaste arrondissement, mais il n'y a pas d'infrastructure sécuritaire. Il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas la police. Or, il y a une forte population à l'arrondissement numéro 2. Et la sécurité, ce n'est qu'au centre-ville. Franchement, nous sommes déçus, découragés. Pour l'instant, ni les mobiles ni les auteurs de ces crimes et agressions physiques au secteur 11 de Bobo Dioulasso ne sont pas connus. Les regards sont donc tournés vers la police qui a aussitôt ouvert une enquête. C'est une nouvelle infrastructure hôtelière qui va améliorer l'offre d'accueil dans la ville de Dédougou. L'hôtel Zindnaba est le fruit d'un investissement privé de 4 milliards de francs CFA du PDG du groupe Ebomaf. Selon le gouvernement, cet investissement privé entre en droite ligne des objectifs du Plan national de développement économique et social. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Zindnaba de Dédougou. Yves Rwamba et Yacouba Gourou. Désormais trône à Dédougou, dans la cité des Bankuyi, une infrastructure hôtelière de 4 étoiles. L'hôtel Zennaba, ici inauguré avec le patronage du Premier ministre Paul Kaba Thieba, a coûté plus de 4 milliards de francs CFA et va créer plus de 200 emplois dans la ville de Dédougou. Cet investissement vient aussi soutenir la croissance au Burkina Faso, selon le Premier ministre. Cet important investissement va non seulement soutenir l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, mais également, à travers le développement du tourisme, favoriser le développement de toute la région ici, dans la boucle du Mourou. C'est la preuve que le plan national de développement économique et social n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde, de tous les Burkinabés, chacun à son niveau. Et c'est la preuve également que la richesse et l'emploi sont créés par le secteur privé. Ce bâtiment R+3, doté d'un ascenseur et bien d'autres commodités, vient rendre un hommage mérité à son défunt père à travers le nom Zennaba. L'objectif du promoteur est de pouvoir contribuer aussi à l'émergence d'une véritable industrie hôtelière et touristique au Burkina Faso. Nous avons investi pour la génération future et nous souhaitons du gouvernement une faveur administrative. Les premiers moments sont toujours les plus difficiles et nous souhaitons donc du gouvernement un accompagnement dans ce sens. La capacité d'accueil de l'hôtel est de 35 chambres avec une salle de conférence de 250 places. Hôtel Zennaba vient donc renforcer la capacité d'accueil de la ville de Dédougou. Ici, dans la région du centre, le ministre de l'Énergie a visité ce matin la centrale solaire de Satouli et la centrale thermique de Komsilga. Cette première visite du ministre Bachir Ismaël Ouedraogo intervient à un moment où la demande en énergie est très forte au Burkina Faso. Il a donc encouragé les personnels de ces deux centrales à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins des populations. On apprend aussi que le ministère de l'Énergie envisage des mesures pour réduire les délestages. Des précisions avec Aruna Mari. Depuis quelques jours, Ouagadougou subit les délestages de la période de canicule. À la centrale de Komsilga ce matin, le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo prend le pouls des différents compartiments des installations. D'une puissance de 90 MW, cette centrale thermique fait partie du dispositif de la Sonabel. Nous sommes en train donc de rentrer dans la période donc de la canicule. C'est de voir ensemble ce que nous avons sur le plan local, notre production locale, ce que nous avons avec l'importation et le manque à gagner, et rapidement mettre en place donc des mécanismes donc pour pouvoir faire face donc à la canicule. Je pense que déjà des idées sont déjà en place que nous allons donc exposer donc en Conseil des ministres pour permettre à ce que la canicule là nous puissions donc la passer avec le moins de désagréments possible. Je l'ai vu sur le terrain, les gens sont là, ils sont vraiment prêts au travail et tout le monde me l'a dit. Ils sont prêts à faire des heures supplémentaires pour nous permettre vraiment de faire face à cela. Et je tiens à le dire et à les saluer. Autre centrale visitée, Zaktouli. Inaugurée en novembre dernier, la centrale a une capacité de 33 MW. En dépit des sources d'énergie cumulées et de l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, la Sonabel accuse un déficit de 50 MW. Je suis conscient, vu la réalité, qu'il faut encore plus d'investissement.
des investissements au niveau donc de la production, mais aussi des investissements au niveau du transport. Il y a aussi des aspects qui sont indépendants de notre volonté, comme les interconnexions, qui font que des fois, quand il y a des problèmes donc, dans les autres pays, rapidement, nous ressentons ça au niveau du Burkina Faso. Mais il faut aussi que nous puissions faire une campagne aussi de sensibilisation sur les économies d'énergie. Dans le livre d'or, le ministre Bachir Ismaïl Ouedraogo salue le travail abattu par le personnel. Il invite également les agents à plus d'engagement pour une fourniture pérenne du jus et à moindre coût. L'implication des acteurs communaux est sollicitée pour une meilleure gestion des déchets plastiques. Le ministère en charge de l'environnement les a conviés à un atelier sur le sujet à Bobo-Dioulasso. L'objectif de cet atelier était aussi de faire l'état des lieux de la lutte contre le péril plastique au Burkina Faso, où cette lutte devrait prendre une nouvelle dynamique. Des précisions avec Drissa Traoré et Moumouni Ebarou. Dans la plupart des villes du Burkina Faso, la problématique des déchets plastiques se pose toujours avec acuité. Les lieux publics et presque partout dans la nature, les sachets plastiques non biodégradables impactent négativement l'environnement et la santé humaine et animale. Pour inverser donc la tendance, la capacité des acteurs communaux devrait être renforcée pour une lutte efficace contre la prolifération de ces déchets plastiques. Nous avons pensé qu'à travers ce cas de concertation, nous allons échanger avec les responsables de ces collectivités pour qu'ensemble, nous ayons la même compréhension de gestion des sachets et également tracer les signaux qui vont nous permettre désormais de lutter contre le péril plastique. Ces plastiques devraient faire l'objet de transformations pour donner une plus-value à l'économie burkinabé. Aujourd'hui, nous devons démontrer que le sachet plastique a une valeur économique. Ça veut dire que ces sachets doivent être utilisés pour être transformés, de telle sorte que dans 2 ans, dans 5 ans, ce n'est plus, c'est au citoyen lambda de courir derrière le sachet parce qu'il a besoin de le vendre pour permettre non seulement de tirer des profits, mais également avec une valeur économique. Pour une meilleure gestion des plastiques, le projet national de traitement et de valorisation des déchets plastiques a été créé en 2015. Mais chaque acteur à son niveau est interpellé pour trouver une solution durable et lutter efficacement contre la prolifération des déchets plastiques. Dans l'actualité également, c'est par une conférence de presse que les activités commémoratives de la Journée internationale de la femme ont été lancées. Une conférence de presse animée ce matin par le ministre en charge de la promotion de la femme qui annonce 2 innovations. Il s'agit de la suppression de la parade et de la tenue du Forum national des femmes le 8 mars. Le forum sera un cadre d'échange direct entre les femmes et le président du FASO, Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traouri. Cette conférence de presse marque le lancement des activités du 8 mars 2018, une célébration qui connaît des innovations majeures, notamment la suppression de la parade et la commémoration conjointe avec le Forum national des femmes pour des contraintes budgétaires. Le programme prévoit dès le 7 mars un panel des organisations féminines présidé par le Premier ministre et l'épouse du chef de l'État. Le clou de la célébration est le dialogue direct le 8 mars avec le président du FASO sur les préoccupations des femmes, suivi d'un concert dansant. Bon, on l'a réduit, c'est vrai. Mais c'est toujours avec vos critiques, c'est vous qui avez tellement critiqué ça, il faut qu'on prenne en compte. Mais on ne l'a pas supprimé. Et l'après-midi, nous aurons un concert dansant. Parce qu'on va danser. Il faut quand même, c'est des victoires. Et toute victoire doit être célébrée. Célébrer la victoire de la participation des femmes, la prise en compte déjà des femmes est une victoire. Parce que longtemps, on ne savait pas que la femme pouvait participer. Cette année, les débats sont axés sur l'accès des femmes aux sphères de décision. L'objectif est de travailler à accroître la participation des femmes à la gouvernance politique, administrative et économique au Burkina Faso. La loi est là, mais quand on a une adhésion à la loi, c'est plus facile de pouvoir l'appliquer. Donc nous allons faire un plaidoyer, une sensibilisation à l'implication effective des femmes dans les sphères de décision. Il faut permettre aux femmes de pouvoir participer. Et parfois, il suffit qu'on ait une petite brebis galeuse qui est une femme quand même qui s'émancipe trop aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas dire aussi qu'il y a des femmes aussi quand elles sont là, elles prennent les grands chevaux. Non, il ne faut pas prendre ces exemples comme des exemples. Pour mieux prendre en compte les spécificités de chaque région, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille sillonne depuis le 12 février les 13 régions du Burkina
pour recueillir les préoccupations des femmes qui seront exposées au cours du dialogue direct avec le président du Faso. Faire connaître le pain Gouroussi et défendre l'identité culturelle du Sanguié, c'est l'engagement pris par l'Association des femmes organisées pour le développement qui a initié les 24 heures du Faso d'Anfani le samedi dernier à Réau. Le pain traditionnel comme facteur d'identité et de cohésion sociale dans le Sanguié, c'est le thème retenu pour cette manifestation culturelle. Paul David Bambara et Mounira Akeri. 24 heures pour promouvoir le pain traditionnel Gouroussi. L'Association burkinabé des femmes organisées pour le développement Abefort s'y engage. À cette deuxième édition, le port du Faso d'Anfani est fortement encouragé. La beauté de la cotonnade niellée ne peut laisser indifférent. Le fil avec lequel on a tissé ce pagne n'est pas le même fil que les autres pagnes avec lequel on a tissé les autres pagnes. C'est assez différent. Vous allez voir, c'est lourd, c'est épais. Et quand on le porte, tu peux le porter tout simplement, on ne voit pas à travers. C'est bien tissé, c'est bien renforcé. Le fil est assez dur, assez solide. C'est ça la spécificité de notre cotonnade. Avec ce tissu, l'Association burkinabé des femmes organisées pour le développement va en guerre contre la misère. Et à travers cette activité, c'est toute la culture du Sanguié qui est magnifiée. Amener beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de mamans aussi, et à se rapporter sur l'utilisation, le port de ce pain. Nous qui va mettre en valeur nos valeurs culturelles ici dans le Niolo. Je crois que ça va amener d'ici quelques temps à améliorer les activités économiques aussi dans notre commune. La nuit du Faso d'Anfani se tiendra dans la soirée. Mais avant, 23 femmes reçoivent de l'association des microcrédits pour booster leur productivité et une quinzaine de jeunes filles vont bénéficier de formations dans divers secteurs d'activité. Ici, à Ouagadougou, hier dimanche, le Lalé Naba Tigré a organisé son Nabaska, une fête traditionnelle qui coïncide avec le 28e anniversaire de son règne. De nombreux invités, dont des autorités politiques et administratives, ont assisté au Nabaska du Lalé Naba. La fête était placée sous le signe de l'intégrité et à l'occasion, le Lalé Naba a laissé parler son cœur en remettant des vivres aux personnes démunies. Voyons l'ambiance avec Souleymane Sanou et Mounira Akeri. Tout commence par ce déjeuner. Le Lalé Naba Tigré témoigne sa reconnaissance à ses invités et à ceux qui l'accompagnent sur les chantiers de développement. Puis, vient cette scène où tradition et modernité se côtoient. 28 ans de règne, 28 ans de combat de tout genre, le Lalé Naba se dit tout simplement comblé. Je remercie Dieu et les man et ce peuple vraiment qui ne demande pas beaucoup, mais qui demande le peu pour avancer. Et avec ma modeste personne, je saurais trouver vraiment le petit génie pour que nous puissions avancer ensemble dans la paix, dans la communion, dans la solidarité opérationnelle pour que ce pays-là soit encore meilleur. Moment de réjouissance, cette fête coutumière coïncide avec le 28e anniversaire du règne du Lalé Naba Tigré. Au rang de ceux qui lui présentent des vœux, on dénombre des délégations de plusieurs pays voisins, mais aussi des personnalités coutumières, politiques et administratives burkinabés. Je venais aussi saluer un homme qui est engagé résolument dans la lutte contre la pauvreté. Parce que vous voyez, on le voit toujours sur les chemins des champs, en train de faire la promotion du Jatrofa, en train de faire la promotion du Mongobin, en train de faire la promotion du Moringa. C'est en toute objectivité que je dis qu'il répond de toutes les connaissances, de toutes les compétences du chef coutumier du milieu Mouaga. Je lui souhaite une très longue vie pour qu'il fasse encore d'autres et d'autres fêtes Baska. Comme il est de coutume à chaque Nabaska, le Lalé Naba Tigré offre des vivres aux personnes vulnérables. Dans les jours à venir, il entend faire don d'une ambulance à l'hôpital Yaldo Ouedraogo et d'un tricycle pour traiter les déchets plastiques à la mairie de Ouagadougou.
Actualité à l'étranger, au Nigeria, 110 jeunes filles d'une école publique sont portées disparues après un envahissement de leur école par des assaillants. L'information sur leur enlèvement a été confirmée par le gouvernement nigérien près d'une semaine après les faits. Ce kidnapping de masse rappelle l'enlèvement des 276 lycéennes de Chibok en avril 2014. Au Nigeria, ce sont au total 110 jeunes filles qui manquent à l'appel après l'attaque d'une école à Dapchi, dans l'état de Yobe, au nord-est du pays, attribuée au groupe Boko Haram. Ce chiffre a été confirmé ce dimanche par le gouvernement nigérian sur la base des données obtenues auprès de l'administration scolaire locale. Jeudi, les familles des élèves avaient présenté une liste de 105 jeunes filles dont elles étaient sans nouvelles. L'annonce officielle du gouvernement met donc fin à la confusion sur le décompte qui a régné pendant près d'une semaine. Une confusion semblable à celle qui avait été observée il y a 4 ans lors du kidnapping des lycéennes de Chibok par la même secte islamiste. Au Burkina Faso, la presse écrite de ce lundi s'est intéressée aux résultats de la conférence de Bruxelles sur le financement du G5 Sahel. Autre sujet évoqué par les quotidiens, le retour d'Edi Komboyugo à la tête du CDP et le procès du coup d'État manqué qui s'ouvre demain. La revue de presse est signée Vincent Tchendrebego. En route pour le procès, la salle des banquets attend ses convives, titre l'observateur Palga à propos des préparatifs du procès du coup d'État qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Dans la salle des banquets, qui sera transformée en salle d'audience, l'Obs a constaté ce week-end des travaux de maintenance, de la climatisation, mais aussi d'installation d'équipements audiovisuels pour permettre aux citoyens de suivre ce procès tant attendu. Jugement catharsis demain à Ouagadougou, titre aujourd'hui au Faso. Jugement qui devrait trouver des réponses à un certain nombre de questions que le journal se pose. Que s'est-il réellement passé le 16 septembre 2015? Qui a ordonné l'arrestation du président de la transition, Michel Kafando, et de son premier ministre? Le général Gilbert Diendéré a-t-il été mis devant les faits accomplis? Et pourquoi d'ailleurs un putsch à seulement quelques jours de la présidentielle censée renouer le Burkina Faso avec l'état de droit? Autant d'interrogations soulevées par aujourd'hui au Faso. 80 de personnes passeront la barre, parmi lesquelles 2 figures majeures, à savoir les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, sur qui pèse une longue liste de chefs d'inculpation liés à ce coup de force raté de septembre 2015 avec des implications étrangères. Edi Komboyugo à nouveau président du CDP. C'est l'information à la une de certains quotidiens comme Le Pays et c'est à l'issue de la session ordinaire du bureau politique national du parti tenue hier dimanche à Ouagadougou. Et l'on apprend que le fondateur du parti, Blaise Compaoré, a adressé un message écrit aux militants, les invitant à travailler à faire jouer au CDP son rôle de parti d'opposition de manière sérieuse afin de reconquérir le pouvoir d'État. G5 Sahel, la bataille de Bruxelles est gagnée, écrit Sidouaya, et les chefs d'État de cette organisation peuvent se réjouir. Pour 300 millions d'euros attendus, plus de 400 millions d'euros de promesses sont faites à Bruxelles. Reste à travailler à matérialiser ces promesses, car de l'expérience des tables rondes des bailleurs de fonds, des montagnes ont accouché d'une souris. En plus, la bataille sera de longue durée, d'où l'idée de chapeauter la force du G5 Sahel par une charte onusienne qui reste à poursuivre et à approfondir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est à 22h30 dans une présentation de Ruth Bini Ouattara. Mais avant, vous pourrez suivre le magazine des sports à 21h avec Christelle Dabré et Paris. Merci de votre fidélité à la RTB.